Un officier nazi a adopté un bébé juif, et la Gestapo n'a jamais su la vérité. Histoire vraie, Intro Berlin. 15 avril 1943, 23h47. Le Hauptsturmführer Klaus Weber, des SS, regardait sa femme Hanna dormir dans une chambre d'hôpital, un nouveau-né dans les bras. L'enfant avait exactement 3 heures de vie. Des cheveux blonds clairs, des yeux dont la couleur n'était pas encore fixée, des traits délicats qui semblaient promettre de devenir l'idéal arien que le Reich célébrait tant. Weber sentit monter en lui une fierté paternelle mêlée à une satisfaction idéologique. C'était son fils, sa contribution génétique à l'avenir de la race supérieure. Le premier de 7 enfants qu'il projetait d'avoir selon les directives du Lebensborn, le programme SS de reproduction sélective. Ce que Klaus Weber ignorait, ce que Hanna Weber avait dissimulé avec une perfection absolue pendant 9 mois, c'est que le bébé dans ses bras n'était pas allemand. Il était juif. Totalement, indiscutablement juif, au regard même des lois raciales de Nuremberg que Weber avait juré de défendre. La mère biologique était morte 3 heures plus tôt dans une autre salle du même hôpital, après avoir accouché en secret, avec l'aide d'une infirmière de la résistance. Le bébé avait été déplacé silencieusement de chambre en chambre pendant que Weber attendait dehors, persuadé d'assister à la naissance de son propre fils arien. Pendant les 12 années qui suivirent, cet enfant juif grandirait au cœur de la famille d'un officier SS. Il irait dans des écoles nazies d'élite. Il serait photographié pour la propagande du Reich. Il apprendrait le salut hitlérien avant même de savoir lire. Il deviendrait l'exemple parfait de la jeunesse aryenne. Et la Gestapo, avec toute sa paranoïa, ses archives obsessionnelles, ses tests généalogiques remontant jusqu'à la 5e génération, ne soupçonna jamais rien. Voici l'histoire d'une femme allemande mariée à un nazi qui réalisa l'imposture la plus impossible de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire d'un bébé juif qui survécut en étant élevé par l'ennemi, qui exterminait son peuple. L'histoire d'un amour de mère plus puissant que toute la machinerie d'un génocide industriel. Et l'histoire de la façon dont, à la fin, la vérité remonta à la surface de la manière la plus dévastatrice qui soit. Penses-tu que tu pourrais garder un secret pareil pendant 12 ans? Élever un enfant en sachant qu'une seule erreur, un seul mot de travers, signifierait une mort immédiate pour vous deux? Dis-le-moi en commentaire, parce que cette histoire va te faire douter des limites du courage humain. Partie 1. Le monde avant le mensonge. Anna Kirchner naquit le 3 août 1912 à Munich, dans une famille de classe moyenne supérieure qui incarnait tout ce que la culture allemande valorisait. L'éducation, la discipline, la fierté nationale. Son père était ingénieur ferroviaire, sa mère professeure de piano. La maison des Kirchner était ordonnée, prospère, conservatrice d'une manière qui paraît aujourd'hui presque pittoresque, mais qui définissait alors la respectabilité bourgeoise. Anna était l'aînée de 3 sœurs, élevée avec des attentes claires, l'excellence scolaire, puis un mariage convenable. Elle étudia la littérature à l'université de Munich entre 1930 et 1934. Des années turbulentes où le national-socialisme transformait chaque aspect de la société allemande. À partir d'ici, les faits deviennent plus complexes, car Hanna Weber vécut dans une contradiction permanente. Officiellement, elle rejoignit en 1933 la Ligue des jeunes filles allemandes, l'organisation de jeunesse féminine nazie. Elle assistait aux manifestations, chantait des chants nationalistes et semblait adopter l'idéologie du Reich naissant, mais en privé, selon des documents découverts des décennies plus tard dans ses journaux personnels, Anna remettait profondément en question ce qu'elle voyait. Une note de décembre 1933 indique « Des gens en uniforme crient des slogans sur la pureté.
mais leurs yeux sont pleins d'une cruauté ordinaire. Je me demande si je ne suis pas né au mauvais moment de l'histoire. C'était une hérésie qu'elle ne partagea jamais à voix haute. En 1936, Anna rencontra Klaus Weber lors d'une représentation au Théâtre national de Munich. Klaus était alors lieutenant, en ascension rapide dans la SS. Grand, blond, cultivé, issu d'une famille militaire prussienne. Il incarnait l'idéal masculin célébré par la propagande nazie. Il était aussi véritablement intelligent. Il parlait 4 langues et avait étudié la philosophie avant que le sens du devoir ne le mène vers l'armée. Leur cours fut formel, convenable, encadré par les 2 familles. Ils se marièrent le 14 juin 1937 lors d'une cérémonie mêlant rites chrétiens et symboles nazis, cette étrange fusion caractéristique de l'époque. Hitler avait envoyé un télégramme de félicitations, un honneur que Klaus chérissait. Les premières années du mariage suivirent le scénario attendu. Klaus fut muté à Berlin en 1938, promu Hauptsturmführer, capitaine. Il travaillait dans l'administration SS. Il traitait des dossiers, gérait la logistique. Ce n'était pas un homme de terrain, mais un bureaucrate militaire. Ce qui signifiait qu'Anna voyait de plus près les rouages internes du régime que beaucoup d'épouses d'officiers. Et ce qu'elle voyait la bouleversait profondément. Klaus ramenait du travail à la maison, parlait de dossiers, se plaignait de l'incompétence bureaucratique. Peu à peu, Anna comprit que les dossiers dont Klaus s'occupait concernaient des déportations de juifs, des confiscations de biens, des arrestations de dissidents. Son mari ne tuait personne de ses propres mains, mais il facilitait la machine qui le faisait. Anna faisait face au dilemme moral auquel des millions d'Allemands furent par terre confrontés. Était-elle complice par association? Pouvait-elle aimer un homme qui servait un système qu'elle jugeait de plus en plus monstrueux? En 1939, la situation se durcit encore. Klaus fut affecté temporairement en Pologne après l'invasion pour aider à mettre en place les ghettos à Varsovie. Il revint 6 mois plus tard changé, plus maigre, avec un regard qu'Anna reconnut comme un traumatisme caché sous la fanfaronnade. Une nuit, après trop de schnapps, Klaus parla avec une franchise inhabituelle. « Anna, ce que j'ai vu, ce que notre gouvernement fait, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas une relocalisation. Ce n'est pas une protection. C'est bien pire. » Anna insista. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Klaus se referma aussitôt, l'entraînement SS reprenant-le. « Dessus sur l'alcool ? Oublie ce que j'ai dit. Ce ne sont pas des affaires d'épouse. C'est le devoir. C'est nécessaire pour le Reich. » Mais Anna avait vu l'horreur dans ses yeux. Et elle savait que « nécessaire » était le mot dont les hommes se servent pour rationaliser l'irrationnel. En 1940, le mariage des Weber n'était plus qu'un simulacre soigneusement entretenu. Klaus jouait l'officier SS loyal. Anna jouait l'épouse nazie modèle. Tous deux savaient qu'ils jouaient, mais aucun ne reconnaissait le jeu de l'autre. La pression pour avoir des enfants augmentait sans cesse. Le régime nazi était obsédé par la démographie. Il considérait les femmes aryennes comme des porteuses du sang de l'avenir. Anna subissait les questions constantes des autres épouses d'officiers, des médecins, de sa propre famille. Pourquoi n'était-elle pas tombée enceinte après 3 ans de mariage? La réalité médicale, c'est qu'Anna souffrait d'une endométriose sévère, une condition qui rendait la conception extrêmement difficile. Mais admettre l'infertilité dans le Troisième Reich, c'était admettre un échec racial. Alors Anna prétendait qu'il essayait, que ce n'était qu'une question de temps, tout en consultant en secret des spécialistes qui offraient peu d'espoir. En 1942, Klaus évoqua une adoption via le programme Lebensborn. Le système SS
qui fournissait des bébés racialement précieux à des familles aryennes. Ces bébés provenaient de plusieurs sources. Des enfants illégitimes d'officiers SS, des enfants de pays occupés jugés suffisamment aryens, des bébés de mères célibataires allemandes. Hannah rejeta l'idée avec des excuses vagues. La vérité, c'est qu'elle ne supportait pas l'idée d'élever un enfant volé, car elle comprenait de plus en plus que c'était cela, le Lebensborn. Un vol institutionnalisé déguisé en maintenance eugénisme. La guerre continuait. Klaus était muté de ville en ville, toujours dans des postes administratifs. Hannah le suivait, maintenant de petits appartements à Berlin, Munich, brièvement à Prague. Il vivait relativement bien comparé aux civils. Accès à des rations supplémentaires, logement garanti, salaire stable. Mais Hannah se sentait de plus en plus prisonnière d'une vie qu'elle jugeait moralement intenable. En janvier 1943, quelque chose changea radicalement. Hannah rencontra Sarah Rosenbaum. Partie 2. La rencontre qui a tout changé. Sarah Rosenbaum avait 26 ans en janvier 1943, 3 ans de moins qu'Hannah. Juive de Munich, fille d'un médecin et d'une professeure de musique, elle venait d'un milieu instruit très proche de celui d'Hannah. Dans un autre univers, elles auraient pu être amies d'enfance. Mais nous étions en 1943, dans l'Allemagne nazie. Et Sarah avait passé les 3 dernières années à se cacher. Sa famille avait fui en France en 1938. Mais Sarah était revenue clandestinement en Allemagne en 1940 avec de faux papiers, tentant de sauver sa grand-mère âgée. Quand elle arriva, sa grand-mère était morte. Sarah se retrouva piégée, incapable de retourner en France. Ses documents finirent par être compromis, et elle glissa dans une vie souterraine à Berlin. Elle vivait sous une fausse identité fournie par un petit réseau de résistance allemand. Elle se faisait appeler Greta Müller et travaillait à nettoyer des appartements d'officiers nazis. Une ironie qui ne lui échappait pas. Les nazis préféraient des employés de maisons allemandes, et les faux papiers de Sarah la présentaient comme une Aryenne de Hambourg, dont la famille avait péri sous des bombardements alliés. Hannah rencontra Sarah lorsque le réseau de résistance l'assigna comme domestique à l'appartement des Weber en janvier 1943. Klaus était souvent absent pour le travail. Hannah était seule la plupart du temps. Engager une aide ménagère était courant chez les épouses d'officiers. Les premières semaines furent strictement professionnelles. Sarah arrivait à 8 heures, nettoyait, cuisinait, repartait à 16 heures. Elle parlait peu. Sarah gardait la tête baissée. Hannah maintenait la distance appropriée entre employeuse et employé. Mais à la fin janvier, quelque chose commença à changer. Hannah remarquait de petits détails. Sarah lisait pendant ses rares moments libres, toujours des livres sérieux, de philosophie, de littérature. Un jour, Hannah la surprit en train de lire Kant dans un allemand ancien. Une compréhension qui trahissait une solide éducation. Les domestiques ordinaires ne lisaient pas Kant. Sarah commettait aussi de petits écarts qui révélaient une autre origine. Elle prononçait certains mots avec un accent que Hannah reconnaissait comme bavarois, mais légèrement différent. Et elle évitait les conversations sur sa famille avec une intensité qui semblait délibérée. Hannah commença à soupçonner. Mais soupçonner quoi exactement? Elle ne le savait pas encore. La révélation arriva le 8 février 1943. Klaus avait rapporté des documents qu'il devait relire le week-end. Des dossiers confidentiels qu'il laissa dans son bureau. Hannah, curieuse du travail que son mari évitait d'évoquer, les lut quand Klaus sortit. C'étaient des listes de déportation pour des convois vers Auschwitz. Noms, âge, anciennes adresses, numéros d'identification, des milliers de noms,
alignés en colonnes méticuleusement organisées. Anna eut la nausée. Elle vomit dans la salle de bain. Elle pleura en silence pour que les voisins n'entendent rien. Sarah la trouva au sol, livide, tremblante. « Madame Weber ?» demanda Sarah, sincèrement inquiète. Anna leva les yeux vers elle et, dans cet instant de vulnérabilité totale, sans filtre, sans masque, chuchota « Comment Dieu peut-il permettre ça? Comment puis-je être mariée à quelqu'un qui traite ses listes ?» Sarah se figea. C'était une question dangereuse, une question qu'une épouse d'officier SS ne devrait jamais poser. « Je ne comprends pas, Madame Weber, » répondit Sarah prudemment. « J'ai vu les listes, » dit Anna. « Les convois, les numéros, ce sont des gens, des familles, des enfants. Et mon mari traite ces papiers comme si c'était un inventaire. » Sarah prit une décision en une fraction de seconde, une décision qui allait bouleverser leur deux vies. Elle s'agenouilla près d'Anna, la regarda droit dans les yeux et chuchota « Mon vrai nom n'est pas Greta Müller. Je m'appelle Sarah Rosenbaum. Je suis juive. Je suis sur ces listes. » Anna aurait dû hurler. Elle aurait dû appeler la Gestapo. Elle aurait dû arrêter Sarah immédiatement. Héberger un juif en connaissance de cause était un crime passible de mort. Au lieu de ça, Anna se mit à pleurer encore plus fort. « Pardon, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Sarah prit ses mains. « Tu ne peux pas t'excuser pour tout un pays. Mais tu peux m'aider. Est-ce que tu m'aideras ?» Anna acquiesça sans penser aux conséquences. À cet instant, elle savait seulement qu'elle devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour résister à la machine de mort à laquelle elle était liée par son mariage. « De quoi as-tu besoin ?» demanda Anna. « J'ai besoin de me cacher, » dit Sarah. « Mes papiers sont compromis. Le réseau pense que la Gestapo est proche. Je dois disparaître complètement pendant un temps, peut-être des mois. Tu peux rester ici ?» lâcha Anna impulsivement. « Ici » répéta Sarah, incrédule. « Chez un officier SS. »« C'est le dernier endroit où il chercherait, » répondit Anna. C'était une logique folle qui, dans le monde inversé du Troisième Reich, avait un sens terriblement parfait. Cette nuit-là, Sarah emménagea dans la petite chambre de service de l'appartement Weber, un espace conçu pour une domestique logée. Officiellement, Sarah était une employée à demeure. En réalité, c'était une réfugiée juive cachée en plein centre d'un complexe résidentiel d'officiers SS. L'audace de l'arrangement donnait le vertige. Klaus approuvait l'idée d'une domestique logée. L'appartement serait mieux entretenu. Les autres officiers SS du même immeuble voyaient Sarah régulièrement dans les escaliers ou les couloirs, sans jamais suspecter quoi que ce soit. Dans les semaines suivantes, Anna et Sarah développèrent une amitié profonde, bâtie sur des secrets partagés. Elles parlaient pendant des heures, lorsque Klaus était absent. Sarah racontait sa vie d'avant-guerre, sa famille, ses rêves, ses pertes. Anna confiait ses propres doutes, sa culpabilité, sa désillusion face au régime. Deux femmes prises de part et d'autre d'un génocide, qui trouvaient une humanité commune dans un espace impossible. Et en mars 1943, Sarah découvrit qu'elle était enceinte. Partie 3. La grossesse secrète. Le père du bébé était Daniel Kaufmann, membre du réseau de résistance qui avait aidé Sarah en 1942. Daniel avait été arrêté par la Gestapo en décembre 1942 et exécuté en janvier 1943, quelques semaines avant que Sarah n'apprenne sa grossesse. Sarah annonça la nouvelle à Anna, désespérée. « C'est une condamnation à mort », murmura-t-elle.
Une juive enceinte à Berlin. Je ne pourrai pas cacher ça longtemps. Je ne peux pas accoucher à l'hôpital. Je ne peux pas déclarer le bébé. Je ne peux pas... Anna l'interrompit. Tu accoucheras. Le bébé vivra. On trouvera un moyen. Mais trouver un moyen exigeait une planification qui défiait toute logique. Sarah en était à 8 semaines de grossesse, en mars 1943. Cela donnait un terme approximatif en octobre. 8 mois pour inventer un plan permettant à une femme juive d'accoucher dans l'Allemagne nazie sans être découverte. Anna étudia les options. Accouchement à domicile? Impossible. Sarah crierait, les voisins entendraient. Clinique clandestine de la résistance? Il y en avait. Mais elles étaient dangereuses, souvent infiltrées. Falsifier des documents médicaux? Trop complexe. Sarah finirait par avoir besoin de soins. La solution arriva de la façon la plus étrange. Anna décida de simuler sa propre grossesse. L'idée était folle, tant elle était audacieuse. Anna ferait semblant d'être enceinte en même temps que Sarah. Elle utiliserait un ventre prothétique pour imiter une grossesse qui progresse. En octobre, lorsque Sarah accoucherait, Anna réclamerait le bébé comme le sien. Sarah disparaîtrait, prétendument retournée auprès de sa famille à Hambourg. Le bébé serait enregistré comme l'enfant de Klaus et Anna Weber, parfaitement arien sur le papier. Sarah refusa d'abord. « Tu es folle. Klaus est officier SS. Il y a des dossiers médicaux, des examens, des formulaires. Tu ne peux pas juste faire semblant pendant 9 mois. »« Si, je peux, » insista Anna. « Klaus est absent en permanence. Il est tellement pris qu'il fait à peine attention à ma santé. Les médecins sont bureaucrates. Ils vérifient des papiers. Si j'ai les bons formulaires, remplis correctement, personne ne questionnera. » « Et quand le bébé naîtra, » insista Sarah. « Ensuite ? Klaus attendra un enfant arien. Mon fils sera juif selon toutes leurs définitions. Et s'il demande des preuves généalogiques ? S'il soupçonne quelque chose ? Un bébé reste un bébé, répondit Anna. Sauf traits extrêmement distinctifs. À la naissance, ils sont quasiment indiscernables. Ton enfant n'aura pas une étoile de David sur le front. Sarah se tut longtemps. Puis, pourquoi tu ferais ça ? Risquer ta vie, ton mariage, tout. Pour mon enfant. On ne s'était même pas parlé avant janvier. Anna choisit ses mots. Ça fait 5 ans que je suis mariée à un homme qui sert un régime qui exterminera ton peuple. Je ne peux pas arrêter les trains vers Auschwitz. Je ne peux pas en sauver des milliers. Mais je peux en sauver un. Je peux sauver ton fils. Et peut-être, juste peut-être, ça rachètera un peu la complicité de mon silence. Sarah pleura. Anna pleura, et le plan impossible se mit en marche. Anna annonça sa grossesse à Klaus en avril 1943, après une consultation médicale, où elle aurait, enfin, réussi à tomber enceinte. Klaus était euphorique. Sa femme allait enfin accomplir son devoir racial. Il envoya des télégrammes à la famille, aux amis, à ses supérieurs SS. Anna Weber était enceinte, terme estimé début octobre. La mise en scène prit alors une autre dimension. Anna portait des robes de plus en plus amples, ajoutait du rembourrage sous ses vêtements pour simuler un ventre qui, grossi, feignait les nausées matinales, les envies, les sautes d'humeur. Elle devint une actrice parfaite de la grossesse. Les dossiers médicaux demandaient encore plus d'ingéniosité. Certificats, confirmation de grossesse, analyse, examen. Anna obtint tout cela grâce au réseau de résistance auquel Sarah l'avait liée. Il existait des médecins allemands résistants. Peu nombreux, mais assez. Le docteur Friedrich Hartmann était l'un d'eux. Gynécologue à l'hôpital de la Charité à Berlin. Il falsifiait des documents médicaux pour des juifs cachés depuis 1941.
Hartmann bâtit un dossier complet pour la fausse grossesse d'Anna. Consultation datée, notes d'évolution, résultats d'analyse cohérents, tampons officiels, formulaires exacts, tout parfaitement falsifié. Klaus ne remit rien en cause. Pourquoi l'aurait-il fait? Sa femme était enceinte, les documents le confirmaient et son monde retrouvait enfin sa cohérence idéologique. Pendant ce temps, Sarah vivait sa grossesse réelle dans le silence. Confinée dans l'appartement Weber, ne sortant que lorsque c'était absolument nécessaire, portant des vêtements qui cachaient son ventre. De vraies nausées, là où Anna jouait. De vrais coups de bébé, qu'elle sentait seule dans sa petite chambre, tandis qu'Anna évoquait des coups inventés à table, le soir, devant Klaus. La situation était psychologiquement éprouvante pour les deux femmes. Anna vivait dans une peur constante d'être découverte. Sarah vivait avec la certitude que son enfant serait élevé par un officier nazi, appellerait une autre femme « maman » et ne connaîtrait jamais sa véritable identité. En août 1943, 3 mois avant le terme, Sarah eut des complications, des saignements suggérant un problème placentaire. Elle avait besoin de soins médicaux réels. Anna contacta le docteur Hartmann. Il vint à l'appartement Weber, déguisé en technicien venu inspecter les radiateurs. Il examina Sarah dans sa chambre pendant que Klaus était au travail. Le placenta est mal positionné, diagnostiqua Hartmann. Placenta prévia partielle. Ce n'est pas immédiatement mortel, mais l'accouchement sera compliqué. Il faudra un accouchement à l'hôpital, avec des chirurgiens prêts en cas d'hémorragie. Anna sentit le plan s'effondrer. L'hôpital? Impossible. Sarah ne peut pas aller à l'hôpital. Elle n'a pas de dossier médical légitime. Ils la découvriront. Alors, la mère et le bébé mourront probablement pendant l'accouchement, répondit Hartmann franchement. Le placenta prévia peut provoquer une hémorragie catastrophique. Sans intervention chirurgicale immédiate, l'exsanguination est presque certaine. Il fallait tout revoir. Anna ne pouvait plus simplement simuler un accouchement à domicile pour réclamer le bébé de Sarah. Sarah devait accoucher à l'hôpital, ce qui signifiait qu'Anna devait aussi accoucher à l'hôpital au même moment. Hartmann élabora un nouveau plan, encore plus audacieux. Les deux femmes accoucheraient à la Charité la même nuit, dans 2 salles différentes. Sarah sous une fausse identité, comme patiente normale. Anna en tant qu'épouse d'un officier SS. Hartmann coordonnerait le tout pour que les bébés soient confondus. Celui de Sarah remis à Anna et l'enfant supposé d'Anna absorbé par la bureaucratie hospitalière. Un plan avec 1000 points de rupture. Mais c'était le seul qu'ils avaient. Partie 4. La nuit de la naissance, 15 avril 1943, 20h. Sarah entra en travail 6 semaines plus tôt que prévu. Le stress, les conditions, sa santé fragilisée. Tout contribua à un accouchement prématuré. Anna paniqua. Le plan exigeait qu'elle entre en travail au même moment. Mais simuler un travail de manière crédible demandait une performance au-delà de tout ce qu'elle avait fait jusque-là. Elle appela le docteur Hartmann. « Sarah a des contractions. Ça va très vite. Qu'est-ce que je fais ?»« Venez à l'hôpital, » dit Hartmann. « Maintenant, faites entrer Sarah par l'entrée de service. Moi, je vous ferai passer par l'entrée principale. Klaus doit croire que vous êtes en travail naturellement. » Anna appela Klaus à son bureau. « Le bébé arrive, » dit-elle d'une voix tendue qui n'avait même pas besoin d'être jouée, car la terreur était réelle. « Je dois aller à l'hôpital tout de suite. » Klaus rentra en 15 minutes. Il trouva Anna pliée en 2, les mains sur le ventre, haletante. L'acte le plus important de sa vie.
il la conduisit à la Charité en urgence. Pendant qu'il garait la voiture, Anna envoya un message codé au contact de la résistance qui attendait dehors. « Elle est dedans. Bougez maintenant. » Au même moment, Sarah fut conduite par l'entrée de service par 2 résistants déguisés en brancardiers. Son ventre se contractait violemment. Son visage était blême de douleur. Le docteur Hartmann avait tout préparé minutieusement. Salle 7 pour Anna, salle 23 pour Sarah, à des étages différents. Des infirmières distinctes, des équipes distinctes. Et Hartmann, supervisant les 2 accouchements, allant et venant avec une autorité que personne n'osait contester. Klaus attendait devant la salle 7, nerveux comme un futur père ordinaire. Il fumait, faisait les 100 pas, totalement inconscient que 2 étages plus haut, une femme juive mettait au monde l'enfant qu'il croyait être le sien. L'accouchement de Sarah fut compliqué, exactement comme Hartmann l'avait prévu. Le placenta prévia provoqua un saignement sévère. Hartmann dut pratiquer une césarienne en urgence pour sauver Sarah et le bébé. À 23h47, Sarah donna naissance à un garçon, 2,8 kg, en bonne santé malgré la prématurité, criant fort. Dans la salle 7, Anna poursuivait la comédie. Des poussées qui n'aboutissaient à rien. Des cris calculés pour que Klaus entende, une mise en scène complète d'un accouchement qui n'avait jamais lieu. À minuit, le docteur Hartmann descendit à la salle 7 avec le bébé de Sarah, emmitouflé dans une couverture de l'hôpital. Il entra dans la chambre où Anna était allongée, en sueur, parfaitement convaincante. « Félicitations, Madame Weber », annonça-t-il à voix haute pour que les infirmières entendent. Un garçon en parfaite santé, accouchement impeccable. Il posa le bébé dans les bras d'Anna. Elle baissa les yeux vers le fils de Sarah, enveloppé dans une couverture bleue, les yeux encore fermés, totalement ignorant du miracle impossible de sa survie. Hartmann laissa entrer Klaus. Klaus regarda son fils avec une fierté absolue. « Il est parfait », murmura-t-il. « Parfait. Un véritable arien. » L'ironie était si brutale qu'Anna faillit éclater d'un rire hystérique. Ce bébé que Klaus célébrait comme l'arien parfait était juif selon chacune des lois raciales que Klaus aidait à appliquer. Pendant que Klaus tenait l'enfant, Hartmann remonta discrètement de 2 étages pour voir Sarah. Il la trouva pâle à cause de la perte de sang, seule, sauf une infirmière de la résistance, en train de pleurer en silence. « Ton fils est vivant », murmura Hartmann. « Il va bien. Anna là, il est en sécurité. » « Je peux le voir », supplia Sarah. « Une seule fois. Je veux juste voir son visage. »« Impossible », répondit Hartmann doucement. « Trop dangereux. Klaus Weber est à l'hôpital en ce moment. S'il voit 2 bébés nés la même nuit... »« Je sais, » dit Sarah. « Je sais. Dis juste à Anna. Dis-lui de l'aimer. Dis-lui que sa vraie mère l'a aimé assez pour le laisser partir. » Hartmann transmit le message. Anna pleura en serrant le bébé contre elle et Klaus prit ses larmes pour une joie maternelle. Sarah sortit de l'hôpital 2 jours plus tard sous sa fausse identité, puis disparut dans le réseau de résistance. Elle ne revit jamais son fils. Anna et Klaus ramenèrent sec le bébé à la maison comme s'il était leur enfant. Ils l'appelèrent Thomas Weber. Les documents de naissance, tous falsifiés par Hartmann, l'enregistraient comme fils biologique de Klaus et Anna Weber. Né le 15 avril 1943, arienne par lignée complète. Le plus grand mensonge du Troisième Reich venait de commencer. Partie 5. Élever l'ennemi. Les premiers mois avec Thomas furent les plus terrifiants de la vie de Anna. Chaque visite de la famille, chaque rencontre avec d'autres officiers SS, chaque contrôle médical pouvait devenir une catastrophe.
Klaus débordait de fierté pour son fils. Il envoyait des photographies à sa famille, exhibait Thomas lors de réunions mondaines, parlait sans cesse de l'Arien parfait qu'il allait élever. Anna souriait, jouait le rôle de la mère comblée, tandis qu'en elle, la peur ne diminuait jamais. Thomas était un bébé comme les autres. Il pleurait, mangeait, dormait, grandissait. Pourtant, Anna voyait Sarah dans chaque détail. Les yeux, qui devinrent avec le temps d'un brun foncé, proches de ceux de Sarah. La forme du nez, la courbe des oreilles. Chaque trait lui rappelait que cet enfant était juif, élevé au milieu de ceux qui massacrèrent les siens. Le danger le plus immédiat venait des contrôles généalogiques que la SS imposait régulièrement. Le programme Lebensborn exigeait la preuve d'une pureté raciale, remontant jusqu'à 5 générations. Klaus, en tant qu'officier SS, finirait forcément par devoir fournir un dossier généalogique complet pour Thomas. Le docteur Hartmann avait anticipé cela. Il n'avait pas seulement fabriqué un acte de naissance, il avait inventé un arbre généalogique entier, falsifié, retraçant de prétendus ancêtres de Thomas sur 5 générations. Chaque nom avait été emprunté au registre de personnes réellement décédées sans famille, ce qui rendait toute vérification presque impossible. Ces documents étaient des chefs-d'œuvre de falsification, indiscernables de dossiers authentiques. Quand Thomas eut 6 mois, la SS procéda à une inspection de routine des documents familiaux de Klaus. 2 officiers se présentèrent à l'appartement et examinèrent tous les papiers. Anna les observait pétrifiée, en dissimulant sa terreur, tandis qu'il passait au crible l'acte de naissance de Thomas, son arbre généalogique, son historique médical. « Tout est en ordre », annonça finalement l'un d'eux après 2 heures. « L'enfant est racialement pur, autant que nous puissions en juger. Félicitations, Hauptsturmführer Weber. Vous élevez un futur soldat du Reich. » Klaus ne pouvait pas être plus fier. Anna ne pouvait pas être plus terrifiée. Au fil des années, la personnalité de Thomas se révéla d'une manière qui troublait Anna. C'était un enfant incroyablement brillant. Il apprenait vite, posait des questions sans arrêt. À 2 ans, il parlait en phrases complètes. À 3 ans, il lisait des mots simples. À 4 ans, il montrait un intérêt précoce pour la musique et les mathématiques. Klaus attribuait tout cela à une génétique supposément supérieure. « C'est mon sang », répétait-il avec orgueil. « L'intelligence des Weber. Ça vient de ma lignée. » Anna, elle, savait que cela venait de Sarah, de cette famille qui valorisait l'éducation, la culture, l'excellence intellectuelle. Thomas était brillant parce que sa mère biologique l'était. Mais Anna ne pouvait jamais le dire. La guerre continuait. En 1944, l'Allemagne était clairement en train de perdre, même si la propagande refusait de l'admettre. Les bombardements alliés réduisaient les villes en ruines. Le front de l'Est s'effondrait. Et pourtant, la Shoah s'accélérait encore, comme si les nazis sentaient que le temps leur échappait et voulaient achever le génocide avant la fin. Klaus continuait à traiter des dossiers de déportation, désormais avec une urgence fébrile. Il rentrait à la maison épuisé, buvait davantage, dormait moins. Par moments, dans l'alcool et la nuit, il laissait échapper des doutes. « Parfois, je me demande, dit-il un soir de janvier 1945, si l'histoire sera indulgente avec nous, si ce que nous avons fait, si les ordres que nous avons suivis. »« Qu'est-ce que tu racontes, Klaus ?» demanda Anna avec précaution. « Rien, » coupa-t-il aussitôt, se refermant. « Je suis fatigué, ne m'écoute pas. » Mais Anna voyait que son mari commençait à affronter la réalité de ses actes. Trop tard, trop timidement, mais il commençait, malgré tout.
en mars 1945, alors que les forces soviétiques se rapprochaient de Berlin, Klaus fut évacué vers l'ouest avec son unité. Anna et Thomas devaient le suivre en train. Mais le réseau ferroviaire s'effondrait. Ils se retrouvèrent piégés à Berlin, pendant que la ville tombait. Les derniers jours du Troisième Reich à Berlin étaient apocalyptiques. Bombardements incessants, artillerie soviétique grondant de plus en plus près, immeubles en flammes, civils fuyant ou se terrant dans les caves. Tout l'ordre social se désagrégeait. Anna se cacha avec Thomas dans la cave de leur immeuble, tandis que la bataille de Berlin rugissait au-dessus d'eux. Thomas, qui n'avait alors que 2 ans, ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas sortir. Pourquoi son père n'était pas là? Pourquoi les adultes pleuraient sans cesse autour de lui? Le 2 mai 1945, Berlin se rendit aux Soviétiques. Les troupes de l'armée rouge entrèrent dans la ville. Ce qui suivit, ce furent des jours de chaos absolu. Pillage, violence, vengeance contre quiconque était lié, de près ou de loin, au régime nazi. Anna affrontait un nouveau danger. En tant qu'épouse d'un officier SS, elle et Thomas pouvaient être arrêtés, déportés, exécutés. Les soviétiques ne faisaient pas toujours la différence entre les nazis actifs et les familles de nazis. Anna détruisit tous les documents qui la reliaient à Klaus. Elle brûla ses photos en uniforme SS, ses lettres, tout ce qui prouvait l'affiliation de son mari. Elle ne conserva que ce qui pouvait la faire passer, elle et Thomas, pour de simples civils allemands. L'acte de naissance de Thomas, avec sa généalogie falsifiée, survécut. Il devenait maintenant un document potentiellement protecteur plutôt que dangereux, car il présentait Thomas comme un enfant sans lien avec le régime. Klaus Weber ne revint jamais de l'évacuation vers l'ouest. Anna apprit plus tard qu'il avait été capturé par les forces américaines en Bavière, détenu brièvement comme prisonnier de guerre, puis libéré en 1946 avec le statut de Mitläufer, suiveur, catégorie attribuée aux nazis considérés comme trop secondaires pour être poursuivis pénalement. En 1946, Klaus tenta de contacter Anna par courrier. Elle ne répondit jamais. Elle avait décidé que Thomas ne grandirait pas en sachant que son prétendu père avait été officier SS. Elle coupa tous les liens. Aux yeux des Soviétiques, puis des autorités de l'Allemagne de l'Est. Anna était une veuve de guerre dont le mari était mort lors de l'évacuation finale. Personne ne remit l'histoire en question. Il y avait des millions de veuves semblables. Partie 6. Grandir dans le secret. Les années d'après-guerre à Berlin-Est relevaient d'une autre forme de survie. Il n'y avait plus la terreur que la Gestapo découvre Thomas. Mais une nouvelle peur naquit. Celle que les privations de l'après-guerre achèvent ce que les SS n'avaient pas réussi à faire. Anna acceptait n'importe quel travail qu'elle pouvait trouver. Elle nettoyait des immeubles, travaillait dans des cuisines, vendait des objets personnels pour acheter de quoi manger. Thomas, désormais âgé de 3 ans, grandissait dans une enfance marquée par la faim constante, le froid, l'incertitude. Mais il y avait aussi une forme de libération. Pour la première fois, Anna pouvait élever Thomas sans jouer en permanence un rôle nazi. Plus de salut hitlérien, plus de chants sur la pureté raciale, plus de photos de propagande. Pourtant, le secret demeurait. Thomas ne pouvait pas savoir qu'il était juif. L'Allemagne d'après-guerre restait antisémite à bien des égards, particulièrement à l'Est sous occupation soviétique. Officiellement, les Soviétiques réprimaient l'antisémitisme, mais en privé, beaucoup d'Allemands conservaient leurs préjugés. Plus important encore, Anna avait décidé que Thomas ne connaîtrait jamais la vérité avant d'être assez grand pour la supporter.
Comment expliquer à un petit enfant que sa mère biologique l'avait confié dès la naissance, qu'il avait été élevé par des nazis, que toute son identité reposait sur un mensonge? C'était un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait porter. Anna trouvait de petites façons d'honorer l'héritage de Sarah sans rien révéler. Elle apprenait à Thomas à valoriser l'éducation, la culture, la compassion. Elle lui lisait des livres qui mettaient de la justice au-dessus du pouvoir. Elle lui enseignait que la force venait de la bonté, pas de la domination. Thomas grandissait comme un enfant sensible, intelligent, curieux. Il posait des questions sans arrêt sur le monde, sur la justice, sur les raisons de la guerre. Anna répondait honnêtement sur les horreurs du nazisme, sans jamais avouer que son père adoptif avait appartenu à ce système. En 1950, lorsque Thomas eut 7 ans, il demanda pour la première fois des nouvelles de son père biologique. « Où est mon papa ?» demanda-t-il. « Les autres enfants ont un papa. Pourquoi pas moi ?» Anna avait préparé cette réponse pendant des années. « Ton papa est mort à la guerre. C'était un homme bien, qui s'est battu pour ce qu'il croyait juste. Il t'aurait beaucoup aimé. » Ce n'était pas complètement faux. Daniel Kaufmann, le véritable père biologique de Thomas, était mort en luttant contre les nazis. Klaus Weber, le père adoptif dont Thomas ignorait tout, avait survécu. Mais pour eux, il était mort. « C'était un héros ?» demanda Thomas. « Oui, » dit Anna en pensant à Daniel. « Un héros. » Thomas accepta cela avec le sérieux d'un enfant de 7 ans. Et pendant des années, il ne posa plus de questions. Pendant ce temps, Anna recevait parfois des nouvelles de Sarah par l'intermédiaire de réseaux de l'après-guerre. Sarah avait survécu en se cachant à plusieurs endroits à travers l'Allemagne. Après la guerre, elle avait émigré en Palestine, puis en Israël lorsque l'État fut fondé en 1948. Là-bas, elle avait reconstruit sa vie, s'était finalement mariée et avait eu 2 autres enfants. Sarah écrivait à Anna par des intermédiaires, jamais directement. Ses lettres posaient toujours les mêmes questions. Est-il en bonne santé? Est-il heureux? Puis-je le voir? Anna répondait toujours. Il va bien, il est heureux. Mais tu ne peux pas le voir. Pas encore. Un jour peut-être. Mais pas maintenant. C'était une cruauté d'un genre impossible. Sarah avait renoncé à son fils pour le sauver. Et maintenant que toutes deux avaient survécu, elles ne pouvaient toujours pas se retrouver, parce que la vérité détruirait tout ce qu'elles avaient construit. En 1953, lorsque Thomas eut 10 ans, Anna affronta une nouvelle crise. Selon la tradition juive, Thomas aurait dû faire sa bar mitzvah. Mais il ne savait pas qu'il était juif. L'ironie était dévastatrice. Sarah, vivant en Israël, pensait sans doute à son fils atteignant l'âge religieux. Thomas, lui, à Berlin-Est, ignorait totalement qu'il était juif. Anna décida qu'elle ne pouvait pas lui nier entièrement son héritage. Sans le lui révéler ouvertement, elle commença à lui parler du judaïsme comme d'un élément de culture générale. Le peuple juif a terriblement souffert pendant la guerre, expliqua-t-elle. Des millions ont été assassinés dans les camps de concentration. Il est important de comprendre cette histoire, d'honorer leur mémoire. Thomas écoutait avec une gravité intense. Pourquoi les nazis haïssaient-ils les juifs? Par peur, répondit Anna. Par ignorance. Par cette méchanceté qui naît quand des gens décident que d'autres ne sont pas complètement humains. C'est horrible, dit Thomas avec la conviction d'un enfant. Si j'avais été là, j'aurais aidé les Juifs. J'aurais combattu les nazis. Anna sentit les larmes lui monter aux yeux. Je sais, mon chéri. Je sais. Elle ne pouvait pas lui dire qu'il était juif, que sa simple existence était une résistance vivante contre tout ce que les nazis avaient voulu accomplir. Partie 7. L'adolescence et les questions.
Au milieu des années 1950, l'Allemagne de l'Est s'était solidement installée sous un gouvernement communiste. La République démocratique allemande étouffait la discussion ouverte sur la Shoah au profit d'un récit mettant en avant la résistance communiste contre le fascisme. Thomas, désormais adolescent, grandissait dans cet environnement. Il allait dans des écoles où l'on enseignait que le communisme avait vaincu le fascisme, que les soviétiques avaient libéré l'Europe et que la classe ouvrière avait été la véritable victime du nazisme. Il y avait une part de vérité dans ces récits, mais aussi d'immenses omissions. La Shoah, spécifiquement dirigée contre les Juifs, était minimisée. L'antisémitisme soviétique était passé sous silence, et la complexité de l'histoire était réduite à de la propagande. Thomas, intelligent et porté sur les questions, remarquait ces trous. À 15 ans, en 1958, il commença à poser des questions gênantes. Pourquoi ne parle-t-on pas davantage de ce qui est arrivé aux Juifs ? Demanda-t-il un jour en classe. Son professeur, bon communiste, répondit « Les Juifs ont souffert comme tous les groupes sous le fascisme. Mais nous devons nous concentrer sur la résistance organisée de la classe ouvrière, pas sur la victimisation de groupes particuliers. » Thomas n'était pas satisfait. Il se mit à lire de son côté, à chercher des livres censurés, des articles occidentaux passés en contrebande, des témoignages de survivants. Il développa une obsession: comprendre la Shoah, précisément, dans ce qu'elle avait de spécifique. Anna observait cela avec des émotions contradictoires. Elle était fière de voir Thomas chercher la vérité, mais elle était terrifiée à l'idée que cette quête finisse par le mener à des questions sur sa propre identité. En 1960, lorsque Thomas eut 17 ans, il confronta Anna directement. « Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. » Anna sentit cette peur familière. Qu'est-ce qu'il y a? Qui était mon père, vraiment? Je ne parle pas de son nom ou de ce qu'il faisait. Je veux dire, qui était-il? Pourquoi tu ne parles jamais de lui? Pourquoi on n'a aucune photo? Anna avait préparé des réponses pendant 17 ans. Ton père est mort à la guerre. Il était résistant contre les nazis. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ça ne suffit pas, insista Thomas. J'ai fait des recherches. J'ai cherché des archives. Je ne trouve aucun Klaus Weber mort à la guerre avec ma date de naissance. Je ne trouve aucun registre de ton mariage. C'est comme si toute mon histoire, avant 1945, était vide. Anna sentait les murs se refermer. Les archives ont été détruites pendant la guerre. Des millions de documents ont disparu dans les bombardements. Trop pratique, dit Thomas. Maman, qu'est-ce que tu caches? C'était le moment que Anna redoutait depuis 17 ans. Mais Thomas était encore mineur, encore vulnérable, et il n'était pas prêt à porter toute la vérité. Ton père était un homme bien, dit-elle finalement. Il est mort en luttant contre le mal. C'est la seule chose qui compte. Le reste est trop douloureux pour moi. S'il te plaît, respecte ça. Thomas, frustré mais aimant sa mère, accepta. Mais il n'arrêta pas ses recherches. Au fil des années suivantes, Thomas s'engagea de plus en plus dans des cercles intellectuels dissidents à Berlin-Est. Il rencontra des gens qui remettaient en question le régime communiste, lisaient de la philosophie occidentale interdite, parlait d'histoire avec honnêteté. C'est dans ce cercle qu'il rencontra Rachel Goldstein, une jeune juive dont la famille avait survécu en se cachant en Allemagne. Rachel avait une histoire, à bien des égards, proche de celle de Thomas. Élevée par une mère célibataire, père inconnu, enfance marquée par des secrets de guerre. Thomas et Rachel développèrent une amitié profonde qui se transforma en amour.
Il y avait entre eux une connexion qu'ils ressentaient sans l'expliquer. Ils partageaient une sensibilité à l'injustice, une obsession pour comprendre la Shoah. Et ce sentiment diffus que leurs identités, d'une manière ou d'une autre, étaient incomplètes. Anna observait cette relation avec une ironie déchirante. Son fils juif, ignorant sa propre identité, tombait amoureux d'une jeune femme juive, comme si une force invisible le poussait vers son héritage réel. En 1965, Thomas avait 22 ans et projetait d'épouser Rachel. Anna savait qu'elle ne pouvait pas le laisser se marier sans connaître la vérité. Ce serait une trahison trop grande. Mais avant même qu'elle ne décide comment révéler le secret, des événements extérieurs lui forcèrent la main. Partie 8. La révélation. En août 1965, Anna reçut une lettre d'Israël. Elle venait de Sarah Rosenbaum, désormais Sarah Cohen, après son mariage. La lettre était simple. « Anna, je suis en train de mourir. Cancer. Les médecins parlent de semaines, peut-être de mois. Avant de mourir, j'ai besoin de voir mon fils. Une seule fois. Je t'en prie. Je ne demande rien d'autre. Juste le voir, savoir ce qu'il est devenu. S'il te plaît. » Anna pleura en lisant ces lignes. 22 ans qu'elle gardait ce secret. 22 ans que Sarah vivait sans son fils. Et maintenant, au bout de sa vie, elle ne demandait qu'une chose, le voir. Anna comprit qu'elle devait dire la vérité à Thomas. Elle ne pouvait pas refuser cela à Sarah. Et elle ne pouvait pas laisser Thomas se marier sans savoir qui il était. Mais comment le lui dire? Comment expliquer 22 ans de mensonges? Comment avouer que toute son identité était une construction? Anna décida d'emmener Thomas dîner dans un restaurant calme. Nous étions le 3 septembre 1965. Thomas avait 22 ans, 3 mois avant le mariage prévu avec Rachel. « Thomas, » commença Anna, « je dois te dire quelque chose que j'ai gardé toute ta vie. Ça va bouleverser tout ce que tu crois sur toi-même. Mais tu dois le savoir. » Thomas, voyant la gravité sur le visage de sa mère, reposa sa fourchette. « Qu'est-ce que c'est ?» Anna prit une grande inspiration. « Tu n'es pas celui que tu crois être. Ton nom n'est pas Thomas Weber. Ton père n'était pas Klaus Weber. Et ta mère, ce n'est pas moi, du moins pas biologiquement. » Thomas resta immobile. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es juif, » dit Anna. « Ta vraie mère s'appelait Sarah Rosenbaum. Elle a accouché en avril 1943 à Berlin. Moi, j'ai fait semblant d'être enceinte en même temps. Quand tu es né, je t'ai déclaré comme mon fils. Je t'ai élevé comme l'enfant d'un officier SS pour te sauver. » Le silence sembla s'étirer à l'infini. « C'est impossible, » finit par dire Thomas. « Je suis enregistré comme arien. Il y a des documents, une généalogie, c'est... » « Tout est falsifié, » coupa Anna. « Par un réseau de résistance, pour te sauver. Ta vraie mère était une juive cachée, traquée par les nazis. Ton vrai père était un résistant exécuté par la Gestapo. Elle t'a confié pour que tu survives. Et je t'ai pris comme le mien parce que c'était la seule façon. » Thomas se leva brusquement, renversant sa chaise. « Non, non, ce n'est pas possible. Tu me l'aurais dit. Pendant 22 ans, tu m'aurais... » « Dis quoi ?» répliqua Anna. « Quand ? Quand tu avais 5 ans ? 10 ans ? 15 ans ? À quel âge est-on prêt à entendre que toute sa vie est un mensonge ? Que tu as été élevé par les ennemis de ton propre peuple ? Que ton existence même est un miracle ? Qui a exigé de trahir chaque principe que les nazis prétendèrent défendre ? » « Où est-elle ? » exigea Thomas. « Ma vraie mère ? Elle est vivante ? » « Elle vit en Israël, » dit Anna doucement. « Mais elle est en train de mourir. Cancer. Elle veut te voir avant de mourir. C'est pour ça que je te le dis maintenant.
Je ne peux pas lui refuser ça. Thomas sortit du restaurant sans un mot. Anna le suivit à distance tandis qu'il marchait pendant des heures dans Berlin-Est. Il rentra finalement à l'appartement vers minuit. « Raconte-moi tout, dit-il. Chaque détail. Depuis le début. » Anna parla toute la nuit. Elle raconta sa rencontre avec Sarah, la grossesse secrète, le plan insensé, la nuit de la naissance, les années de peur. Chaque mensonge, chaque fois où tout avait failli s'effondrer, absolument tout. Thomas écoutait sans l'interrompre. Son visage montrait le choc, la colère, la confusion, mais aussi autre chose. Une compréhension progressive de ce que sa mère, ses deux mères, avaient sacrifié pour le sauver. Quand Anna eut fini, le matin était déjà là. Thomas parla enfin. « Tu m'as aimé ?» demanda-t-il. « Ou bien tu m'as juste gardé en vie par culpabilité ?»« Je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai pris dans mes bras, » répondit Anna. « Tu es mon fils dans toutes les façons qui comptent, sauf biologiquement. Mais tu as une autre mère qui t'a aimé assez pour te laisser partir. Et tu mérites de la connaître avant qu'il ne soit trop tard. » Thomas acquiesça lentement. « Je veux aller en Israël. Je veux la rencontrer. Mais je ne sais pas quoi ressentir. Je ne sais pas qui je suis. »« Tu es Thomas, » dit Anna. « Tu es l'enfant brillant et bon que j'ai élevé. Tu es juif par la naissance, mais aussi allemand par l'éducation. Tu es les deux. Tu n'es aucun. Tu es celui que tu choisis d'être. » Partie 9. La dernière rencontre et l'héritage. Obtenir l'autorisation de voyager de l'Allemagne de l'Est vers Israël en 1965 était presque impossible. Le régime communiste autorisait rarement les voyages vers l'Ouest, et encore moins vers Israël, avec lequel il n'avait pas de relations diplomatiques. Mais Thomas avait un avantage inattendu. Rachel Goldstein avait de la famille en Israël, capable d'envoyer une invitation officielle. Thomas fit une demande en tant que fiancé d'une citoyenne juive allant visiter sa famille. Les bureaucrates étalement, ignorant la vérité complète, approuvèrent le visa en supposant qu'il était de toute façon juif, par association avec Rachel. L'ironie était parfaite. En octobre 1965, Thomas s'envola de Berlin-Est à Tel Aviv via Vienne. C'était son premier voyage hors d'Allemagne. Anna ne pouvait pas l'accompagner. Elle n'aurait eu aucune raison officielle de voyager. Sarah Cohen vivait à Tel Aviv avec son mari et leurs deux autres enfants. Elle avait 52 ans, mais le cancer la faisait paraître bien plus âgée. Elle pesait à peine 45 kilos, avait la peau pâle et des yeux qui gardaient une intensité farouche malgré la maladie. Quand Thomas frappa à la porte, Sarah ouvrit. Ils se regardèrent longtemps. « Tu es si grand », dit Sarah finalement en allemand. « Dans mes rêves, tu étais toujours un bébé. Mais tu es un homme maintenant. »« Bonjour, » répondit Thomas, ne sachant pas quoi dire d'autre. Comment salue-t-on une mère qu'on n'a jamais connue? Sarah l'invita à entrer. Ils passèrent la semaine suivante à parler, à remplir 22 ans de silence. Sarah lui raconta sa vie d'avant-guerre, sa famille, son amour pour Daniel, Kaufmann et la décision déchirante de le confier. Chaque jour pendant 22 ans, dit Sarah, je me réveillais en pensant à toi. Je me demandais si tu étais vivant, si tu étais heureux, si un jour tu connaîtrais la vérité. C'était une douleur qui ne finissait jamais. Mais c'était aussi une paix, parce que je savais que tu étais plus en sécurité sans moi qu'avec moi. Thomas pleura, chose qu'il faisait rarement. Je ne sais pas si je peux te pardonner de m'avoir donné, ou pardonner à Anna d'avoir menti, ou me pardonner d'exister. Il n'y a rien à pardonner, dit Sarah doucement.
tu as survécu. C'est la seule chose qui compte. Tu as survécu alors que 6 millions ne l'ont pas fait. Ton existence est une victoire contre tout ce que les nazis ont essayé d'accomplir. Thomas rencontra ses demi-frères et demi-sœurs, David et Myriam, plus jeunes que lui. Ils étaient des étrangers, mais ils partageaient le sang. La famille Cohen l'accueillit sans question, sans jugement. La veille de son retour en Allemagne, Sarah l'emmena à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Ils marchèrent lentement à travers les expositions. Sarah faible mais déterminée. « Je veux que tu vois ça », dit-elle dans la salle des noms où sont enregistrés les noms des victimes de la Shoah. « C'est ton peuple, c'est ton héritage. Les nazis ont essayé de nous exterminer. Mais toi, tu as survécu. Tu portes nos mémoires en toi. » Sarah mourut 3 semaines après le retour de Thomas en Allemagne. Ses dernières paroles, selon son mari, furent en allemand. « Mon bébé a vécu. Ça suffit. » Thomas traversa une crise d'identité profonde. Était-il allemand ou juif? Victime ou fils d'un bourreau? Trompeur ou trompé? Il décida finalement qu'il était tout cela et rien à la fois. Il était Thomas Weber, un nom qui n'était pas le sien. Juif, élevé par des nazis. Survivant de la Shoah, même s'il n'avait jamais connu les camps. Un miracle vivant et un mensonge ambulant. Il épousa Rachel en 1966. Ils eurent 3 enfants. Il leur transmit à la fois l'héritage juif et l'histoire allemande, refusant de séparer l'un de l'autre. Leurs enfants grandirent en connaissant toute l'histoire, portant sa complexité sans honte. Plus tard, Thomas écrivit un livre de mémoire intitulé « L'enfant impossible », publié en 1982. Le livre racontait son histoire, le courage des 2 mères, l'audace du stratagème qui l'avait sauvée. Anna vécut jusqu'en 1987 et mourut à 75 ans. Ses derniers mots à Thomas furent « Je ne regrette rien. Je t'ai sauvé. Ça suffit. » Klaus Weber, le père adoptif qui n'avait jamais rien su, mourut en 1979 en Bavière. Il ne sut jamais que le fils qu'il avait célébré était juif. Il mourut convaincu d'avoir élevé l'Arien parfait, l'histoire de Thomas Weber, dont le vrai non-juif qu'il adopta après la mort de Sarah était David Kaufmann. Incarne une complexité que l'histoire préfère simplifier. Ce n'était pas seulement une histoire d'héroïsme ou de trahison, c'était les deux, c'était tout. Anna avait risqué sa vie pour sauver l'enfant d'une autre femme. Sarah avait renoncé à tout pour que son fils vive. Thomas avait vécu dans un mensonge devenu une vérité plus profonde que les faits eux-mêmes. Dans une interview en 1990, déjà âgé, Thomas réfléchissait. « Les gens me demandent si je suis en colère à cause du mensonge, si j'ai l'impression qu'on m'a volé ma vraie identité. La réponse est oui et non. On m'a volé la possibilité de connaître ma mère biologique. Mais on m'a donné la vie là où il n'y aurait eu que la mort. On m'a menti, mais on m'a aussi aimé. La vérité est plus compliquée que les récits simples. » En 2003, Thomas, alors âgé de 60 ans, fut honoré par Yad Vashem non pas comme victime, mais comme témoin. Son existence même témoignait que, même au cœur des ténèbres nazies, des actes d'humanité impossibles avaient eu lieu. La chambre où Sarah accoucha à l'hôpital de la Charité à Berlin porte aujourd'hui une plaque. Ici, en 1943, 2 mères ont uni leurs forces pour tromper le Reich et sauver une vie. Leur courage nous rappelle que l'amour maternel transcende le sang, la race et la peur. La leçon de cette histoire n'est pas seulement l'héroïsme, elle est la complexité morale. Anna était l'épouse d'un officier SS bénéficiaire du régime.
mais elle risqua tout pour sauver un enfant juif. Sarah était une victime de la Shoah, mais elle collabora avec une Allemande pour sauver son fils. Thomas fut élevé par des nazis, et pourtant, il était juif. Aucune catégorie simple ne suffit à contenir le réel. Dans sa dernière interview avant sa mort, en 2015, à 72 ans, Thomas déclara « Je suis un enfant de la Shoah d'une manière que peu de gens comprennent. Je n'ai pas survécu au camp. J'ai survécu en étant invisible, sous les yeux de tous. Mon existence était impossible selon les lois nazies. Et pourtant j'ai existé. Et c'est cette impossibilité qui rend ma vie importante. Elle prouve que même les systèmes totalitaires les plus parfaits ont des fissures où l'humanité peut subsister. L'héritage final est celui-ci. Un officier nazi a adopté un bébé juif sans le savoir. La Gestapo n'a jamais découvert la vérité. Le bébé a grandi, survécu, s'est construit une vie. Et dans cette survie impossible, il prouve que l'amour peut tenir tête même à la machinerie d'un génocide industriel. Non pas parce que l'amour serait plus fort que la haine, souvent il ne l'est pas, mais parce que l'amour est plus tenace, plus inventif, plus prêt à tout risquer pour une seule vie, tandis que la haine, elle, ne sait que détruire en masse. Sarah et Anna, deux mères séparées par tout, sauf par leur amour pour un enfant, ont vaincu le Troisième Reich plus complètement que bien des armées. Parce qu'elles ont sauvé exactement ce que les nazis voulaient détruire, une vie juive, individuelle, unique, inestimable. Et cette vie continue, à travers les enfants de Thomas, ses petits-enfants, son héritage de témoins. Le bébé impossible grandit pour raconter l'histoire impossible, celle qui révèle une vérité essentielle. L'humanité persiste, même lorsque toute logique suggère qu'elle ne devrait pas. Les nazis ne soupçonnèrent jamais qu'un officier SS élevait un enfant juif comme l'arien parfait. Ils ne le découvrirent jamais. Et dans cet échec d'un système obsédé par la surveillance, on trouve une forme d'espoir. Même les régimes les plus totalitaires peuvent être fissurés par des actes individuels d'un courage impossible. Thomas/David mourut en Saint-Étienne, sachant qu'il était à la fois allemand et juif, à la fois trompé et sauvé, à la fois mensonge et vérité. Et dans ce paradoxe, il vécut pleinement, refusant de simplifier ce que l'histoire insiste à compliquer. Dans son testament, il exigea d'être enterré en Israël, aux côtés de Sarah, sa mère biologique. Mais il demanda aussi que son cœur soit incinéré et que ses cendres soient dispersées à Berlin, là où Anna était morte. « J'appartiens aux deux », écrivit-il, « et je refuse de choisir. » Sur sa tombe, il est écrit en hébreu et en allemand « David Kaufmann/Thomas Weber, fils de deux mères, survivant de l'impossible, témoignage que l'amour transcende tout. » Et peut-être que cela suffit.